Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde devrait dire. Là, vous n'avez plus d'excuses, vous ne pouvez plus me dire « Ah, ben on ne peut pas vous écouter parce qu'on écoute District 31. » C'est fini, District 31. Fait qu'il y en a plus, vous allez attendre la prochaine saison. Pendant ce temps-là, vous allez pouvoir nous écouter live en direct sur ma page Facebook Antoine Joubert, sur celle de Benoît Charette, sur celle de Pièces d'Auto Super, évidemment, bref, un peu partout. Et notre sujet de la semaine, en fait, notre sujet va se trouver un petit peu en deux volets. D'abord, je vais présenter tout le monde. Hein. Je m'en allais oublier ça. André Gamelin, propriétaire fier de Pièces d'Auto Super. Jean-Marc de G2S, qui va nous montrer quelque chose d'assez intéressant aujourd'hui avec notre sujet de la semaine, qui est l'Acura TLX. Et Benoît Charette, vous l'avez déjà vu quelque part, c'est sûr. Il est revenu. Il était pas là la dernière fois, il était parti, mais il est revenu. C'est ça. Alors, quelques petites nouvelles pour commencer. Benoît, d'abord, je pense qu'il faut parler de la nouvelle qui est sortie aujourd'hui, ce matin, concernant notre ami Elon Musk. Oui, Elon Musk, en fait, vous savez, Elon Musk, c'est un visionnaire, ou d'autres vont dire il est un peu fou, il est dans la science-fiction. Mais il faut quand même lui donner une chose. Il y a de l'audace. Là, il a annoncé qu'il voulait mettre sur pied un service un peu comme Uber, mais en version autonome. C'est-à-dire qu'il va y avoir une application Tesla où tu vas envoyer l'application, tu dis « je m'en vais à telle place », puis il y a une voiture Tesla qui va arriver chez vous, pas de conducteur, qui va t'amener où tu as besoin d'aller. Là, évidemment, les voitures ne sont pas équipées encore comme ça, mais j'avoue que l'idée de base est intéressante. Pas mauvaise. Parce que combien de propriétaires, parce qu'évidemment, là, il va demander la contribution des propriétaires de Tesla. Ouais. Mais toi, tu as une Tesla, là, puis tu travailles de 9 à 5 là, dans un bureau quelque part, puis ton auto adore dans le stationnement toute la journée. Bien, c'est quoi le nom de l'entreprise? Turo. Turo, Turo, c'est un Turo en version autonome avec Tesla. Alors, pendant la journée... Oui, le nez rouge, l'automobile. Le nez rouge, l'automobile, ça pourrait être ça aussi. Mais j'avoue que l'idée a du sens. Évidemment, à la bourse, les parts de Tesla ont baissé de 3,5 aujourd'hui, qui se sont dit, bon, peut-être qu'on n'est pas prêt de donner là, mais il faut saluer l'audace du bonhomme qui a dit, bon, regarde, moi, là, je vois ça un jour. Il fait avancer. Quand on sera très vieux, on pourra peut-être dire, ah, il avait raison ou il était à côté de la traque, mais disons que c'est pas pour demain matin. Disons qu'il est un peu plus avant-gardiste que notre cher gouvernement canadien qui, il y a environ 2 mois, nous annonçait quoi? Un crédit gouvernemental maximal de 5 000 à l'achat d'un véhicule électrique qui allait s'ajouter aux 8 000 qu'on a ici au Québec. Ils ont 5 000 du côté de Colombie-Britannique, pardon, et ils ont un gros zéro du côté de l'Ontario depuis à peu près un an. Le 10 septembre, l'année passée. Même pas un an. Et on a annoncé du côté du gouvernement qu'on allait offrir 5 000 de rabais, mais sans donner de détails, mis à part le fait qu'on était à une limite de 45 000. Exact. Quelle était la date? On ne savait pas. Imaginez-vous la quantité de concessionnaires québécois qui avaient des inventaires de voitures électriques extrêmement larges parce qu'on est allé chercher les stocks de l'Ontario. Tout le monde attendait d'avoir les nouvelles avant de réagir. Là, tu es un client, il va avoir un 5 000 du gouvernement fédéral, mais quand on ne le sait pas, je vais attendre que l'annonce soit faite. Pendant ce temps-là, tu as des concessionnaires qui empilent des voitures électriques et qui n'en vendent pas une. Non. Et là, on l'a annoncé à la fin de la semaine passée. Exact. Finalement, la date, ça va être à partir du 1er mai. Vous allez pouvoir vous procurer une voiture électrique avec un crédit maximal de 13 000 le 5 000 étant applicable sur une voiture 100% électrique, dont le prix de base est de moins de 45 000 Oui, parce que c'est bon de le souligner parce qu'il y a un jeu. On a décidé finalement de faire de 45 à 55. Je prends l'exemple de la Bolt qui est peut-être le plus facile. La Bolt de base est 44 900. Mais une Bolt Premier, c'est 50 000. Mais le 50 000 va quand même être admissible parce que le prix de base est sous le 45 000. Et le jour où on a fait l'annonce, ça c'est intéressant, parce que Kia a dévoilé le prix de sa Soul électrique et de la Niro électrique. Le lendemain? Non, le jour même. Le jour même. À 44 995 Ben oui, toi. C'était pas. On n'a pas jasé avant. Non, c'était pas, ça n'a pas été réfléchi. Mais là, le gag, c'est que dans le communiqué, on disait aussi que le Hyundai Kona électrique était inclus dans le rabais gouvernemental. Véhicule dont le prix de base débute à 45 599 Alors moi, j'ai téléphoné Hyundai, j'ai dit, mais comment ça se fait que le véhicule est admissible si il est plus cher que 45 000 au prix de base? Bien, il est possible qu'on réévalue le prix à la baisse. Exact. Essentiellement, ça veut dire que d'ici quelques jours, on va officiellement annoncer le prix du Kona électrique à 44 999 Puis je pousserai peut-être la plug à dire que Tesla, la Model 3, qui est à 47 300, ils ont jusqu'au 1er mai, mais
peut-être qu'ils vont dire, ouais, avec 13 000, peut-être qu'on le mettra à 44 900. Nous autres aussi. Ils viennent de dire qu'ils ont du jeu dans leur marge de profit. Ben oui, c'est sûr. Écoute, c'est sûr. Puis même, écoute, quitte à en perdre un peu, c'est sûr que si tu ajoutes un 5 000 à un 8 000, tes ventes risquent d'être meilleures. Oui, fait qu'eux autres prennent peut-être le pari de dire, ben OK, on va y aller. Fait que là, on a encore une semaine. Là, on a encore une semaine. Il y a Mitsubishi qui a annoncé qu'il appliquait le rabais dès aujourd'hui. Autrement dit, même si vous y allez aujourd'hui, vous allez avoir droit aux 2500 pour un hybride enfichable du côté du Outlander. La clause Pacifica, si on peut l'appeler comme ça. Ben, c'est exactement ça. On a décidé aussi qu'un véhicule de 55 000, qu'on allait accorder un rabais sur un véhicule de 55 000 en prix de base si c'est un véhicule à 6 ou 7 passagers. Essentiellement, ça veut dire que la Chrysler Mettons Pacifica... qu'il y a le modèle Y qui va être là-dedans aussi chez Tesla. Oui, tu as raison. Bon, c'est à peu près 2 seuls, mais je suis sûr qu'il y a des lobbyistes du côté de Chrysler qui ont été faire de longs discours au gouvernement canadien parce que c'est pratiquement une clause pour le Pacifica. Là. Puis la Pacifica a le droit au plein rabais de 5 000 à cause de la grosseur des batteries. 13 000 total. Là, ça commence à être intéressant. Bref, il va se vendre pas mal plus d'électrique au Québec à compter du 1er mai, mais en attendant, il ne s'en vend pas partout. Non, là, on attend. C'est comme tous ceux qui ont des corvettes partout au Canada et aux États-Unis. Tout le monde attend la nouvelle, puis les vieux ramassent la poussière. Oui. Mais ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre problème. Notre sujet de la semaine, l'Acura TLX. Oui. Une voiture qui est assez intéressante, qui est arrivée en 2015, remplaçant l'Acura TL. Puis là, si on recule, en fait, si on recule loin... Ça remplace comme 2 modèles, finalement. En fait, on part en 92, OK? Oui. Acura Vigor. Oh yes. Qui est devenue la 2.5 TL, 3.2 TL, qui est devenue la TL en 98 comme modèle 99. Et c'est à partir de là que ça a été vraiment sérieux. Oui. Là, les modèles ont commencé à se vendre, à être compétitifs. La direction d'Acura avec ce produit-là a toujours été un peu la même. On rivalisait avec la Lexus ES, avec la Nissan Maxima, avec des voitures de ce genre-là. Ouais. Et comme les gammes, et comme le marché s'est transformé un petit peu, quand on a remplacé à la fois la TSX et la TL, qui étaient 2 voitures chez Acura, avec un seul modèle, la TLX, bien là, on a décidé, OK, là, on va rentrer dans les dents des Allemands, BM Série 3, Audi A4 et la Mercedes de classe C, avec une TLX qui se veut une voiture plus internationale, etc. Est-ce qu'on a réussi ce mandat-là? Pas vraiment. Pas vraiment, pour être honnête, parce que les gens dans ce segment-là achètent un logo. Puis sortir les gens des Allemands, c'est toute une entreprise. C'est dur. Les gens sont fidèles aux voitures allemandes. Tu vas faire passer quelqu'un de Audi à BMW ou de BMW à Mercedes, mais avant de sortir quelqu'un de Saudi puis de l'amener d'une Infiniti ou d'une Lexus, il y a de l'ouvrage à faire. Les gens, il y a des gens qui l'ont fait parce qu'ils étaient tannés d'aller au garage. Là. Ils sont fiables. C'est ça le gros avantage des voitures japonaises. Les coûts d'entretien sont moins élevés. Exact. Puis la dépréciation, elle est forte. Mais en même temps, c'est pas démesuré par rapport à une allemande. Non, c'est ça. Puis elle est forte partout. Parce que dans ce segment-là, c'est pas des VUS. Non. Toutes les voitures baissent de valeur. Là. Même une série 3 aujourd'hui, ça déprécie. Un X3, ça garde sa valeur au même titre qu'un RDX va garder sa valeur. Mais dans ce segment-là, ça baisse. Ça n'a pas le choix. Le marché a changé. Puis il y a des technologies intéressantes là-dessus. Moi, j'ai une version de la TLX qui est boudée par le public, c'est le 4 cylindres. Que moi, je trouve qu'il est la plus intéressante, personnellement. Là. La 4 cylindres, c'est un moteur extraordinaire. Il y a une boîte double embrayage qui fonctionne à merveille là-dessus. Il y a les 4 roues directionnelles. La voiture, elle est légère, elle est maniable, elle coûte pas cher. On a un modèle équipé qui a bien du bon sens à 35 000, 37 000. Absolument. Mais les gens veulent avoir le rouage intégral. Et le V6. Il vient avec le V6. C'est pas qu'ils veulent le V6 parce qu'il n'y a personne d'autre qui vend des V6 dans ce segment-là. Non, il n'y a pas gros de V6, puis le SH All-Wheel Drive vient juste avec le V6. C'est ça. Puis tu as la transmission automatique à 9 rapports. Là, qui est le boulet, qui est l'élément plate sur le modèle V6. C'est le talon d'Achille de ce modèle-là. Oui, c'est ça. Cette boîte-là qui, est plus fiable qu'avant parce qu'on a eu des problèmes en ils 2015. Mais c'est quand même pas une boîte aussi rapide et efficace que ce que tu as dans le 4 cylindres. C'est la programmation souvent qu'il y a de problèmes là-dedans. Oui, en fait, ils l'ont justement reprogrammé cette année où tu pars en deuxième. Parce que tu n'allais jamais en 9e sur cette boîte-là. Il fallait manuellement que tu l'amènes en 9e, puis de la minute que tu allais au char, tu tombes en 8e. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas en 9e vitesse. Non, c'est ça. J'ai à l'essai cette semaine le Jeep Cherokee, qui a exactement la même transmission que ça. Oublie ça, la 9e. Là. Tu roules 115, c'est en 8. Fait que là, ils l'ont fait cette année. Ils l'ont reprogrammé qu'elle part en 2e. Fait qu'en partant en 2e, tu as un 8 vitesses, mais il sera en 9.
c'est un peu ridicule. Mais là, comme ils sont prêts avec ce boîte-là pour encore quelques années, parce qu'ils en ont acheté des quantités industrielles, bien, ils essayent de travailler autour du problème. Il y a quelques années, là, on a dévoilé une TLX en dimanche à New York, là, mais la vraie nouvelle génération va débarquer d'ici un an. L'an prochain. J'ai pu voir des esquisses de cette voiture-là. Oui, mais Acura, il ne faut pas se fier à ses esquisses. Non, mais c'était assez précis comme esquisse. Et pensez à ça, mais plus audacieux, un peu avec un look de Jaguar. Il y a des traits de Jaguar que j'ai trouvé intéressants là-dedans. On va plus européenne. On pourrait-tu dire que c'est une Honda Accord? Ben, c'est plus qu'une Honda Accord maintenant. La TSX en Europe était une Honda Accord, littéralement. Là, on a un modèle hybride. Non, parce que surtout que l'Accord, c'est tellement américanisé. C'est plus ça. Là. Ben, en fait, ils n'ont pas d'accord en Europe comme nous, on a un accord. L'accord en Europe est beaucoup plus proche de ça que de l'accord qu'on a. L'accord, nous autres, c'est un gros char américain. Là. Mais c'est une voiture qui rivalise surtout avec Lexus IS, avec l'Infiniti Q50. Mais ce sont toutes des voitures qui ne se vendent plus beaucoup. Non. Puis Acura réussit quand même, malgré l'âge de l'auto, parce qu'elle a quand même presque 5 ans, réussit quand même à en vendre un peu, mais c'est pas avec ça que les concessionnaires se payent des belles bâtisses. L'argent d'Acura ne vient pas là. Non, c'est clair. Des problèmes, André, sur cette auto-là, est-ce qu'il y en a? Bien, écoute, tu vends-tu des pièces? Oui, c'est la famille Honda. Hein? Ouais. C'est sûr, la traction intégrale, le visage et l'huile des différentiels arrière, 30 000 km. Ce qui est souvent négligé. Souvent négligé. C'est une huile spéciale adaptée. Des huiles de différentiel, les gens ne parlent jamais à ça. Non, puis d'ailleurs, les coûts deviennent très dispendieux. Il y a aussi à 90 000 km, il faut changer l'ensemble de serpentine et Popao est dans un ensemble complet, qui est assez dispendieux, mais t'es bon pour encore 100 000 km. Souvent, il y a des compagnies qui te vendent, qui donnent une garantie à vie sur le produit après dans l'après-marché. Ah oui, OK. Fait que, mais somme toute, c'est un véhicule. Les freins, l'usure, c'est comme tous les autres véhicules. Les suspensions des anciens modèles TL, un peu les tables en avant, qu'on va dire. Mais s'il y a rien que ces véhicules-là, ça route, c'est sûr que... Moi, je comprends que quelqu'un va acheter ça, c'est sûr, c'est la fiabilité. C'est le gros argument de vente. C'est pareil pour tous les Japonais. Puis le prix est raisonnable. Oui. À 50 000, tu as une voiture loadée. Puis... je veux dire, chez Audi, à 50 000, tu as un 4 cylindres puis il n'est pas équipé. Fait qu'on s'entend. Il est quand même équipé un peu, là. À 50, une A4 à 50, tu es assez bien équipé. Avec des mais si tu veux l'équiper comme il faut... Non, électrique. Mais équipé comme il faut, c'est ça. Tu as le cassette puis le pare-soleil côté passager. Pour connaître le propriétaire de celle-là, ce qu'il reproche souvent, c'est la fameuse façon d'embrayer la transmission. Oui. Ça, là, moi, j'ai un MDX, personnellement, là. Ça cause des accidents. J'ai vu des gens... Écoute, c'est vraiment pas bien. C'est le délai. C'est pas intuitif. Tu sais, tu es toujours à dire, voyons, le dé est là. Si tu recules vite, il faut que tu pèses là. Puis non, mais dans le fond, si, mettons, pratico-pratique, quelqu'un qui a un MDX, cet hiver, il me disait, il y a des enfants, tu viens pour le mettre sur le parc, tu n'es pas sur le parc comme il faut, l'enfant passe en arrière. Tu penses vraiment que tu l'es parce que tu as pesé, tu as des gants ou autre. Il l'est pas. Le véhicule recule pareil. Pas pour rien, quand tu ouvres ta porte, il se met tout de suite sur le parc automatique. Parce que c'est pas... Tu n'as pas de sensation quand tu le touches. Et de toute façon, les Honda, évidemment, j'inclus Acura là-dedans, les éléments de sécurité sont de plus en plus nombreux, mais sont tous extrêmement intrusifs. C'est incroyable. Défoule-toi. Non, je vais en parler après, parce que justement, là, vous allez aller nous prouver quelque chose d'assez intéressant sur le plan de la technologie. Il y a des systèmes d'assistance à la conduite de toutes sortes sur cette voiture-là. Et ils sont là, croyez-moi, parce que quand tu conduis ça à tout bout de champ, ça te le rappelle. On va vous revenir là-dessus après. Oui, c'est ça. Oui, parce que vous êtes des spécialistes de ça, vous autres. Oui, c'est ça. Nous autres, on les répare, mais vous autres, les essayez. Bien là, ce qu'on a compris, c'est que cette voiture-là, qui a déjà connu un petit accident parce que son conducteur avait peut-être été un petit peu discret, a subi une réparation au niveau de la carrosserie. Il y avait des trucs à recalibrer et ça n'a pas été fait comme il faut, si j'ai bien compris. En plein ça. Alors, les gars, vous allez nous montrer de quoi il en retourne. Vous montrer qu'il y a plusieurs véhicules qui ne sont pas sécuritaires jusqu'à un certain point parce que le travail n'est pas fait. Et les gens ne s'en doutent évidemment pas. Non, c'est quelque chose de nouveau. Vous avez un spécialiste avec vous autres en plus de ça. Oui, on a un spécialiste, on a l'atelier, on a tout, puis on vous offre quasiment une primeur. Vous allez être surpris de ce qu'on va vous dévoiler ce soir. Bon, bien, messieurs, allez-y, on vous attend ici, nous autres. Bon, on est ici en face de l'Acura. Je vous présente Sylvain Dumont, d'Atelier Radiateur Dumont.
qui est inscrit à l'OIA. C'est un atelier AS6 de chez nous. C'est un atelier d'avant-garde. Sylvain, il répare des camions, du véhicule lourd, de l'automobile. C'est un gars, ce qu'on appelle dans le métier un hands-on. Il connaît la pratique de son atelier de A à Z. Fait que Sylvain a procédé à l'achat du système ADAS, qui va discuter avec Jean Mercier, qui lui a vendu, il lui a installé, parce qu'avec l'aide de Sylvain et de Jean-Marc, on a procédé à une installation complète. Exact. Fait que, avant que tu lâches ton speech, je dois dire que tu as eu une formation spécialisée aux États-Unis sur le système. aux États-Unis, chez la compagnie qui nous vend le système ADAS. Fait que si on regarde un peu, là, le système ADAS, ça a l'air grosse affaire, mais ça prend ça pour recalibrer toutes les assistances d'aide à conduire. Okay? Sylvain, pourquoi tu t'es dirigé vers cet équipement-là? Parce que de plus en plus, les véhicules sont munis de capteurs puis de caméras de vision. OK. Puis, à l'avenir, mais qu'on fasse un alignement, on n'aura pas le choix de refaire une calibration des capteurs puis des caméras de vision. Pourquoi? Parce que ça va être nécessaire. Si tu changes les angles du véhicule... carrossage? Tu n'auras pas le choix de refaire une calibration des capteurs en même temps. C'est ça. Exact. Puis on comprend bien, les aides à la conduite, c'est pas appelé en diminuant, là. Ah non. C'est de plus en plus, là. Oui, et à cette heure, le moindre petit véhicule sort avec certaines aides à la conduite. Fait que là, tantôt, oui, Sylvain, qu'est-ce qu'il dit? C'est tantôt, quand on va faire un alignement de voiture, bien oui, il va falloir procéder à faire une recalibration sur certains capteurs parce qu'on va changer l'angle de carrossage en faisant l'alignement. Alors, mettons, je regarde la caméra qui est dans le windshield, qui est dans le pare-brise. Elle délimite les lignes. Bien, on s'entend que si je dévie mon alignement d'1 degré, je vais les dépasser, les lignes. Puis, je vais causer un accident. D'où le recalibrage de tout. Et voilà. Peux-tu nous en montrer quelques-uns des éléments d'aide à la conduite sur le véhicule? Oui, certainement. Il y en a à peu près partout. Ça, c'est un Acura TLX 2018 en passant. Oui, exact. Vas-y. Et regarde, je fais juste regarder comme dans les pare-brises. Pas dans les pare-brises, mais dans les pare-chocs. Détecteur pour piétons. OK. Si on a ça, et pas juste ça non plus. Et on a aussi souvent dans le windshield, je ne sais pas pourquoi je dis windshield, le pare-brise. On en a... bon, celle-là, on la voit. Et celle-là, c'est la plus importante. Ça, c'est un radar. OK. Fait que les lignes departure, tantôt, quand je disais les lignes, c'est ça qui était très, très... 1 degré, ça peut être gros sur le haut. C'est bon, oui. On a aussi les blind spots, les détecteurs d'angle mort. On en a qui vont écrire allumer une petite lumière jaune ici dans le miroir. On a même sur certains véhicules des petites caméras en dessous du miroir pour qu'on voit tout le tour du véhicule. Les vues 360 degrés qui arrivent maintenant. Oui, exactement. Donc ça a besoin de tout être recalibré, soit que c'est accidenté. Je remplace un miroir justement parce qu'il était cogné. Même si la caméra n'est pas défectueuse, elle est encore bonne, elle a été déplacée. Juste le fait de la déplacer puis de la replacer sur le miroir, bien, j'ai besoin de refaire une calibration. À cette heure, en dedans de la portière, là aussi, c'est là qu'est mon sensor pour les détections d'angle mort. OK? Fait que j'en ai là. Ensuite, on pourrait aller quasiment jusqu'à l'arrière, bien, les caméras de recul, les sensors que des bumpers qui vont nous dire OK, c'est assez, arrête, va pas plus loin, tu vas foncer. Je pourrais en nommer comme ça, là, des capteurs, plus ça va, plus que le véhicule est équipé, plus qu'il y en a. Lui, on va dire, ce véhicule-là, il y a eu un accident sur un côté. Il a été réparé, parfait, mais il n'y a pas eu de recalibration du véhicule. Non, exactement. Le concessionnaire, il a été réparé en plus chez un concessionnaire, malheureusement. Il était bien réparé, la job est super belle, mais quand on met le scanner sur l'auto, on voit qu'il y a des codes de ADAS. OK? Puis ADAS, bien, c'est ça, c'est les systèmes d'aide à la conduite. Il faut que ça soit recalibré. Donc, il faudrait absolument que quand on a un véhicule accidenté ou une pièce remplacée, que ça soit recalibré. Et ça prend des équipements comme ça. Puis je suis content que Sylvain, qui est le seul sur la rive sud à posséder un équipement comme ça. Donc, ça veut dire que tous les carrossiers ou ateliers mécaniques qui font de certaines réparations, miroirs ou autres, c'est pas compliqué. Il faut qu'ils prennent rendez-vous avec un atelier, à tout le moins que le système ADAS
ou même un équipement minimum pour le changement du pare-brise aussi. Ah oui, ah oui. Aussitôt qu'il y a un élément à conduite, autrement dit, tu ne touches plus à ça sans faire une recalibration. Non. Il y avait combien de points qui étaient défectueux dans les points techniques quand vous avez vérifié le véhicule? Bien, là, dans le cas du véhicule qu'on a ici, il y en avait un point. Mais c'est le point le plus intéressant parce que c'est la caméra qui est dans le pare-brise. Puis c'est les coins ici sur les pare-chocs. OK. Ce qui pouvait produire, théoriquement, si c'est mal fait, quels peuvent être les éléments qui peuvent rentrer? On va sortir des lignes. OK. Ensuite de ça, dans cette caméra-là, elle va nous mettre les freins si on est trop près d'un véhicule. C'est un radar. OK? Donc, c'est un système adaptatif. OK. C'est toutes des choses comme ça que ça va causer. Donc, s'il ne fonctionne pas, s'il n'est pas recalibré, bien, puis moi, je me fie à ça, je vais rentrer dans le derrière d'un véhicule, c'est certain. Pour mentionner l'atelier Sylvain qui a installé ça, c'est pas n'importe qui. C'est prend des grandeurs d'ateliers qui peuvent recevoir l'équipement. C'est quoi la grandeur? La grandeur minimum, ça prend une baie de 16 pieds de large par 30 pieds de long. Parce que là, ce qu'on voit, c'est une petite partie. Parce qu'il y a des choses au sol. Parce qu'on refait, dans le fond, des lignes à terre pour réajuster tout ça. Et il y a différents targets, si on peut parler comme ça, avec différentes formes géométriques, dépendamment des véhicules qu'on va recalibrer. Donc, nous autres, quand on a demandé l'équipement à Sylvain, tu lui donnes automatiquement une formation. Oui, exact. C'est combien de temps la formation pour un atelier à peu près? Bien, moi, je te dis que c'est une grosse journée. Une grosse journée? Oui. As-tu eu ta formation à l'heure où on est? Oui. Tu as eu ta formation. Fait que ça veut dire que présentement, chez Sylvain, Radiateur Dumont, il peut procéder déjà aux enlignements du système ADAS. Oui. Fait qu'on peut dire que les éléments de sécurité, même si des gens n'aiment pas ça, c'est appelé à être de plus en plus encastrés dans nos véhicules. Exact. On n'a pas le choix, ça vient avec, puis plus ça va aller, pire ça va être. Fait que ça veut dire que, veut pas, ça va être quelque chose qui va être populaire dans les ateliers dans le futur. Essentiel. Puis ce que je voulais apporter, 7 en 2017, et là, on monte un petit peu 9 en 2018. Puis en 2019, là, on commence à en avoir un pourcentage encore plus élevé d'assistance à la conduite. Fait que tantôt, oui, il va falloir penser à faire... Fait qu'ultimement, ce que je voulais apporter l'attention aux gens, c'est que ce véhicule-là a été réparé dans des normes parfaites, mais qui ne répondent pas aux normes d'aujourd'hui de sécurité avec les systèmes d'aide à la conduite. Exact. On s'entend là-dessus. Fait que Sylvain, lui, il est prêt à faire feu dans les nouveaux systèmes d'aide à la conduite. Exact. Fait que est-ce que tu aurais d'autres choses à ajouter? Non, c'est pas mal... on a fait pas mal le tour. Bon, bien, Sylvain, merci d'être venu. Puis bonne chance avec ton équipement. Merci, puis Sylvain. On a un formateur professionnel. Merci, mon Sylvain. Nous autres, on retourne à notre table. On retourne à notre table. Ouais. Intéressant tout ça, mais moi, ce que je me pose comme question là-dedans, c'est il y a combien de concessionnaires qui ont ce système-là à DAS? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Fait que tu es en train de me dire que tous les accidents qu'il y a sur des véhicules très modernes avec des aides à la conduite sont réparés, oui, mais ne sont pas recalibrés. Exact. C'est un sérieux problème. Puis moi, ce que j'ai compris dans ça aussi, tu sais, on dit, ouais, je ne veux pas acheter cette auto-là, est accidentée. Oui, une aile a été repeinte, c'est pas trop grave. Mais là, quand ça arrive avec des problèmes comme ça, une voiture accidentée, là, elle vaut moins cher. Puis c'est vrai qu'elle vaut moins cher. Parce que tu peux avoir des problèmes, des dommages collatéraux que personne va découvrir ou soupçonner. Puis il y en a, là. Alors, un véhicule accidenté aujourd'hui, il faut redoubler de prudence quand on achète ça. On s'entend que tout ce qui a été fait depuis à peu près 2014-15, il faut recalibrer. On n'a pas parlé de prix. C'est combien environ un alignement complet des aides à la conduite avec... Bien, écoute, c'est très large parce que ça dépend le nombre de calibrations qu'on va faire sur le véhicule, mais on peut parler entre 200 et 700 $. OK. Dans 200 $, là, je vais recalibrer un pare-brise. Si j'ai fait un remplacement. Oui, mais si tu as recalibré le côté complet de l'auto, c'est ça, là, on est ailleurs. Puis une Mitsubishi Mirage, ça, c'est zéro. Ah oui, ça, tu vois, pour l'instant. Oui, c'est ça. Pour l'instant. C'est ça. Mais on vient de dire que ça va toujours coûter de plus en plus cher entretenir un auto. On en parlait, Antoine et moi, là. C'est sûr que, bon, il y a des catégories de ce qu'on appelle d'autonomie dans les véhicules. Oui, les systèmes d'aide à la conduite. Système à la conduite. Tu sais, un zéro, là, c'est un Falcon 65. Ça, c'est zéro, il n'y a rien là-dessus.
Mais on est beaucoup dans le 2-3 en ce moment. Puis on s'en va toujours vers puis on va tranquillement montant. Je me rappelle, l'an dernier, j'étais au lancement de la Audi A6, puis il avait fait un 3D de tous les systèmes qu'il y a sur le véhicule. Ça fait peur, tu ne veux pas l'acheter. Non. Écoute, là, des détecteurs qui vont jusqu'à 200 mètres en avant, 150 mètres en arrière, 50 mètres sur chaque côté, sonore, radar, caméra. Il y avait comme 12 caméras là-dessus, des sonores, des radars. Écoute, là, tu dis, OK, c'est merveilleux, mais si ça brise... Toute la nouvelle génération des Volvo. Oui, la quantité de capteurs qu'il y a là-dessus. C'est efficace. Puis, j'ai pas le choix d'admettre qu'en termes de rendement, le système, par exemple, de régulateur de vitesse intelligent, de conduite assistée, s'il y en a un qui fonctionne relativement bien, c'est du côté de Volvo. Pour le temps que ça marche. Ils ne sont pas tout le temps comme ça. Pour le temps que ça marche. Exact. Mais moi, si tu veux mon avis, il y en a combien de constructeurs automobiles, incluant des Allemands, qui ont des systèmes qui sont, je dirais pas dangereux, mais, tellement exagérés. C'est trop avancé pour le conducteur. Ça ne prend pas compte de la réalité. C'est beau en théorie, mais quand tu mets ça dans la réalité puis que tu impliques des situations qu'on n'a pas imaginées. Puis je donnais l'exemple de la Honda Insight que j'ai conduit il y a quelques semaines. Et là, de plus en plus, les Honda sont équipés tous des mêmes systèmes. Alors, tu conduis la voiture, il y a un régulateur de vitesse, entre parenthèses, intelligent là-dessus, mais qui t'oblige à suivre une voiture de très, très, très loin. Puis ça, c'est le plus proche. Puis ça, c'est le plus proche parce que tu peux l'ajuster. Si tu as le malheur de changer de voie puis qu'il y a une voiture qui vient de te dépasser et qu'elle roulait plus vite que toi, mais qu'elle n'est pas encore aussi loin que l'autre véhicule que tu suis, tu changes de voie, ça te sac les freins en plein visage sur l'autoroute à 110. C'est sérieusement un problème. C'est un système qui est réactif, mais c'est pas un système qui a du jugement. L'autre exemple que tu peux donner... tu es sur une route de campagne avec une ligne au centre, bien sûr, puis là, il y a une voiture qui s'en vient en sens inverse en sortant d'une courbe. Le radar, lui, va voir la voiture vis-à-vis toi parce qu'elle est dans une courbe. Tu te sacs les freins en plein visage. C'est carrément dangereux. Qu'est-ce qui arrive en arrière? C'est l'un qui te suit de proche. C'est ça, c'est l'autre affaire. Moi, ça m'est arrivé, tu parlais de Volvo, c'est exactement ça qui est arrivé. Il y a un véhicule qui était en train de se pousser dans la voie de droite. Fait que moi, je suis reparti en disant, la voie... Mais probablement que le système a détecté le coin du pare-choc du véhicule qui n'était pas rendu, puis il a mis les freins. Heureusement, j'avais personne en arrière, mais si j'avais eu quelqu'un en arrière proche, il me frappait. C'est garanti, j'ai freiné. Puis on le dit à la blague, mais il va se vendre des ensembles de freins pas mal plus qu'avant, parce que ces systèmes-là passent leur temps à freiner les véhicules à tout bout de champ pour toutes sortes de raisons. Pour le moment, on est encore chez beaucoup de constructeurs en essai et erreur. Oui, puis c'est les clients qui payent pas. Puis tu payes cher, là. Tu sais, des groupes d'options technologiques, là, c'est à 5, 6, 7, 8 000 à 19,95 à cette heure. Non, oublie ça, il n'y en a plus. Donc, on est en train... Tu sais, regarde, je compare souvent ça aux freins ABS ou aux pneus, les run flat. Les premières générations de run flat, c'était des tanks. C'était inconfortable. Maintenant, là, on les sent pratiquement plus. Fait que je pense qu'il va y avoir de l'essai de l'erreur pour trouver le bon équilibre. Il y a de l'essai-erreur, mais il y a beaucoup d'éducation à faire. Parce que les gens, il faut qu'ils apprennent à conduire avec ces systèmes-là. Exactement. Je m'excuse, c'est pas une école de conduite qui va te montrer ça. Non. L'école de conduite, elle va t'apprendre à respecter le règlement. À moins que tu prennes une école pendant 1 an sur une base régulière pour apprendre comment... Puis ça, c'est l'autre affaire. Les gens ne savent pas comment les systèmes fonctionnent. Non, c'est ça. Il y a encore des gens qui m'appellent pour dire que les freins sautent quand ils freinent. Oh oui, c'est de l'ABS, monsieur ou madame. Là, ça fait 25 ans que ça saute. C'est normal. C'est fort. Puis c'est pas quand tu vas acheter un véhicule neuf que ton vendeur va t'expliquer tout. Il prend 5 minutes, mais il faudrait qu'il prenne 2 heures et quart. Oui, qu'il aille sa route avec l'acheteur. Oui. Lui montrer ça sert à ça, ça sert à ça. Mais plus la voiture est chère, plus, en général, le client est âgé, moins il est technologique. Moi, les concessionnaires me disent, là, il y a beaucoup de clients qui disent, mets-moi ça là, par défaut partout, puis ils ne touchent jamais à ça. Classe S. Classe S, une série 7, une connais-tu des geeks de 28 ans qui achètent des classes S? Non. Pourtant, c'est ça que ça prend pour conduire une auto de même. Oui. Quand tu regardes la complexité du système, avec le nouveau MBUX qu'on a sorti chez Mercedes récemment,
c'est un peu moins pire. Tu peux y parler. C'est ça. Ah ouais. Mais tu sais, une Lexus avec la souris, tu as l'impression qu'il manque une batterie dedans. Le pavé tactile. Oui. Le pavé tactile. C'est épouvantable. Ça n'a aucun bon sens, ces systèmes-là. Mais les aides, on parle d'aide à la conduite, les aides. J'aime celles qui ont mis sur les nouveaux pick-up, que tu peux même mettre une remorque en arrière, puis il va te calculer. Oui. Ça, il y en a qui sont bien faits. Pour avoir conduit un camion avec une remorque, là, des fois, c'est pas évident. Je peux-tu tasser? Non, tu as ta ligne, tu recules. Même quelqu'un comme moi qui n'est pas habitué. Les nouveaux camions RAM, tu peux arrimer ta remorque directement en faisant aucun effort. C'est le véhicule qui va le faire pour toi. Tu sais, il y a des trucs... Il n'y a pas que des défauts là-dessus. Non. Mais ce que je dis, c'est vraiment, il faut éduquer les gens. Je me permets d'ailleurs de féliciter Lebeau, pour ne pas le nommer, qui a lancé une publicité récemment où on explique qu'on va remplacer des pare-brises, mais qu'on va aussi recalibrer le pare-brise. Et qu'on explique qu'aujourd'hui, un pare-brise, c'est plus juste une vitre. Il y a des antennes, il y a des radars, il y a tout ce que tu veux là-dedans. Lebeau prend le temps de t'expliquer ce qu'ils font lorsqu'ils font le changement du pare-brise. C'est probablement une façon de t'avertir. C'est aussi une façon de t'avertir que ça ne te coûtera pas 29,95. Non, c'est sûr. Ça serait une bonne idée que tu baisses ton déductible. Il y a des windshields que Jobber, ça ne fêtera pas non plus. Là. Non, c'est ça. En fait, il va faire, sauf qu'il n'y a rien dedans. C'est ça. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est une nouvelle réalité dont il faut tenir compte. Absolument. Exact. Puis ça, évidemment, ça exclut tout ce que toi, tu vas devoir tenir en inventaire comme pièce et comme capteur, parce qu'on s'entend que des capteurs, aujourd'hui, c'est un auto, il y en a tout le tour. Il y a tout le tour. Puis tu ne peux pas tricher. Non. Je veux dire, c'est ça, ça en prend fait, ça. parce que si tu triches, tu vas avoir des boutons qui vont s'allumer à tout bout de champ ou tu vas avoir des réactions de la voiture qui n'est pas supposée avoir. Tu sais, c'est comme les gens qui vont changer des pneus puis qui ne mettent pas de capteur. C'est ça. Je fais juste lancer ça même. Si on n'a pas d'inspection de véhicule, s'il fallait un jour qu'on ait des inspections de véhicules, on n'inspecte rien présentement, mais qu'on se mette à inspecter. En fait, il faudra tenir compte de ça aussi. Absolument, mais on est tellement loin. Là, écoute, on n'a même pas d'inspection obligatoire encore, fait qu'imagine. S'il y a un truc sur lequel le gouvernement, la SAC, pourrait faire de l'argent de façon logique, c'est ça. Oui. Là, on va chercher de l'argent de façon illogique. Là, on change de sujet un peu. Je pense que tu le défoules un peu, là. Mais non, mais on va chercher de l'argent de façon illogique, avec des photos radars, avec des trucs de même. C'est de l'argent qu'on vole dans la poche des contribuables de la mauvaise façon. Si tu veux aller chercher de l'argent, vas-y la chercher de la bonne façon. Tu vas améliorer la sécurité routière. Commence donc par regarder ce qui se trouve sur les routes. Parce que souvent, les accidents qu'on dit qui sont causés par la vitesse, là, c'est peut-être pas la vitesse, c'est peut-être que l'auto est finie raide, mais ça, tu ne l'as jamais pris en considération parce que la voiture a des pneus finis, des freins finis, les capteurs sont tous arrachés, il n'y a rien qui fonctionne là-dessus. C'est ça qui a causé l'accident. C'est pas parce que le gars roulait 122 au lieu de 100 km/h. Nous autres, on fournit beaucoup de genres de personnes qui sont du gouvernement, puis il y a des accidents qui sont causés par l'état de la route. Mais on ne veut jamais le mentionner. C'est pas mentionné sur aucun rapport. Non, c'est clair. Mais l'état de la route était la cause. Absolument. Et puis des mauvaises routes. On est gâtés. On freiner dans un nid de poule, il va trouver extraordinaire. C'est ça. Fait que voilà, c'est peut-être une façon de faire des inspections mécaniques. Ça serait, et puis effectivement, toutes les voitures que tu retrouves dans des centres de véhicules X, Y, Z qui ont été accidentés, reconstruits, légèrement accidentés, imagines-tu le travail colossal qu'il y a à faire sur ces véhicules-là. Des VGA comme ça, là, c'est de l'ouvrage et trois quarts. Là. Ça veut dire qu'on peut faire une inspection de véhicules comme celui-là, juste atelier mécanique ordinaire, s'il n'a pas passé les systèmes d'inspection d'aide à la conduite. Puis tu sais, si c'est quelqu'un qui veut pas trop payer pour le remonter, il va le remonter, mais sans mettre les capteurs, sans mettre rien dedans. Là, tu te ramasses avec une voiture qui fait plus ce qu'elle devrait faire. Là. Non. Puis tes systèmes ne seront pas efficaces, puis une moitié qui ne marchera pas. Fait que ça prend un atelier professionnel. Comme Sylvain, il est équipé de A à Z. C'est ça. Fait que ça prend... On n'inspectera plus les véhicules de même. Là. Non, mais tu sais, un petit truc, là. Si vous arrivez chez un marchand de véhicules d'occasion, que c'est une voiture de 70 000 qu'on vous vend, 34 000 3 ans après, qu'il y a 4 beaux pneus chinois là-dessus, qu'on a fait le changement d'huile avec de la 1030, dites-vous que les capteurs n'ont pas été changés. Probablement pas, non. C'est le genre de truc. En passant, vous pouvez vous poser vos questions si vous en avez concernant ce véhicule-là. Une première, il y a une personne qui hésite entre une Lexus IS et une Acura TLX. Tu vas où, toi? Je pense que je vais chez Lexus. Oui? Ouais. C'est une 350, une 250 que tu spécifies laquelle? Non, il n'a pas spécifié. 350. Disons que V6 pour une 350. Ouais. 350 pour 6 pour 6, j'irai avec la Lexus.
Les sièges sont géniaux dans Lexus. Siège génial, puis la conduite, on a progressé beaucoup du côté de la Lexus. Tu parlais d'une voiture qui était intrusive, là. Oui. Puis la traction intégrale d'Acura. Non, ça, c'est de loin supérieur. Non, Acura, ils ont une meilleure traction intégrale. Non, sans Moi, tu vois, je vais là. Moi, tu vois, je vais là parce que la Lexus, je me sens trop à l'étroit et je ne suis pas capable de composer avec le système informatique. C'est déjà que celui-là, c'est ordinaire, mais Lexus, c'est encore pire. Mais ce que je dirais, moi, la personne qui va acheter, va essayer. Moi, c'est toujours le conseil. La bonne nouvelle, c'est que c'est deux voitures fiables. C'est deux voitures fiables avec une garantie équivalente, etc. Il n'y a pas de mauvais choix. C'est ça. Les gars, le Kia Telluride, parlez-nous de ça. Le Telluride. On avait besoin de ça comme un coup de poing dans la face. Ça, c'est gros camion prise 2. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont lancé un Borrego. À une époque où on a monté l'essence de 50 sous le litre, puis qu'ils ont mis un V8. Tu sais, là, un mauvais timing. Non, c'est au même moment, tu te souviens de cette époque-là, au même moment, on avait lancé, le prix avait frôlé 1,50 $en 2006. Une 49. Puis tu avais le Kia Borrego et le Jeep Commander qui arrivaient sur le marché en même temps. Puis le prix était... Écoute, ça a fait planter le véhicule. Ça a été là 2 ans. Mais là, on revient avec le même genre de véhicule. Telluride, c'était un gros VUS 7 passagers, puis on veut rivaliser avec des pilotes, des trucs comme ça chez Kia. C'est parce que c'est juteux comme profit dans cette catégorie-là, puis tout le monde veut avoir son petit véhicule qui va les représenter. Une niche dans niche. C'est une niche, là, on s'entend. Il n'y a pas un constructeur automobile aujourd'hui qui n'a pas son VUS intermédiaire 7 passagers. Qu'importe la marque. OK, Mitsubishi et Smart ne l'ont pas encore. Ça va venir Mitsubishi. Mais tu sais, je veux dire, tout le monde en a un parce que c'est payant, parce que c'est la nouvelle génération de fourgonnettes. On voit des automobiles, de plus en plus, ils disparaissent. C'est le VUS. C'est ce qu'on voit partout. On invente des nouvelles niches d'un VUS. C'est ça. Oui. Quand tu dis que Hyundai vient de dévoiler un VUS plus petit que le Kona, qui va s'appeler le Venue. Le Venue. Le Venue. On va le dire en anglais. C'est comme un peu moins pire. Mais le Telluride, essentiellement, moi, j'aurais pas peur d'acheter ça parce que c'est une mécanique connue. On sait exactement. On sait exactement. Dans le Sorento, là, c'est une mécanique Il n'y aura pas de mauvaise surprise dans ce véhicule-là, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui nous parle de la Honda S200, un retour. Oh, je pense que vous êtes optimiste. S2000. S2000, oui. Oui, mais il y a une S200. Mais en fait, on parle d'un retour de ce véhicule-là. Non. Je pense que vous n'avez pas parlé aux gens. On l'a étiré plus qu'il n'en faut. Non, mais de toute façon, tu sais, dans la catégorie des constructeurs qui n'ont pas d'audace, Honda fait partie de ça. Ça a pris 4 ans à avoir une version A-Spec de la TLX, alors que les gens la demandaient depuis le jour 1. Fait qu'imaginez combien il va y avoir une MDX A-Spec. Ça, c'est tout arrivé. Ça arrive. Une nouvelle génération, mais tu sais... non, c'est le marché n'est plus là. Le marché n'est plus là, absolument pas. Il y a des gens qui me demandent, est-ce qu'on doit faire les vidanges d'huile des différentiels à chaque 2 changements d'huile? Parce que c'est ce que le constructeur recommande sur les C'est 30 000 km dans les... Puis de toute façon, tu sais, c'est toujours à condition normale. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme impact si on ne le fait pas? C'est plus ça la question. Tous les roulements. Tu vas te ramasser, si la chaleur monte, tu vas te ramasser avec des fuites. Puis tout l'engrenage, il y a beaucoup de choses dans un système Honda, c'est sophistiqué. Les factures vont monter 500 000. Puis c'est de même dans les freins. On parle avec nos ateliers. Les gens, ils font changer le pneu. Ils ne veulent pas faire lubrifier le frein. Il faut savoir qu'un avion, ça peut vivre 25-30 ans. Mais nos autos, ils sont dispendieuses. Les gens ne veulent pas entretenir. Moi, là, si les gens entretenaient leur voiture, mes ventes diminueraient, mais ils ne veulent pas. C'est des habitudes à changer. Parce que, on recule là, à l'époque, disons l'époque de mes parents, là, où les gens... là, ta jeune époque. Oui, ma jeune époque. Ça fait longtemps. T'es rare, mais les gens changeaient d'auto pratiquement chaque année. Ils perdaient 300-400 pièces en changeant d'auto. Ils faisaient pratiquement pas d'entretien. Ils en prenaient un neuf. Puis, tu sais, c'était... Et on est encore ancré dans ces habitudes-là, alors qu'aujourd'hui, d'abord, il y a 1000 fois plus de technologie. Puis, les gens, maintenant, gardent leur voiture 7-8 ans, mais il faut les entretenir. Tu peux faire longtemps, tu l'entretiens, mais les gens... on peut garder une voiture 20 ans sans problème aujourd'hui, mais il faut l'entretenir. Et on a vécu cette livraison, nous autres, c'est 400 à 500 000 km qu'on fait avec ça en ville. Ah oui, en ville. Jamais battu.
Non. Écoute, non. Jamais prêt. Moi, j'ai vu tes chauffeurs, là, les gars, écoute, ça conduit ça, il y a des petites croix là-dedans. Des cure-dents après ça. Non, mais ça fait attention. Ils ont des petites étoiles. Mais c'est l'entretien qui fait la différence. Les changements d'huile sont respectés. Le secret, c'est ça. Tu sais, tu peux investir dans une auto parce que c'est un investissement qui est dispendieux. Si l'entretien, là, les autos sont faites faire 200-300 000 km facilement. Oh, oui, facilement. En fait, moi, je dirais pas que c'est un investissement. C'est une dépense, mais il y a différentes façons. façons. Ton investissement. Ben voilà, il y a différentes façons de la rentabiliser. On a une question ici de Justin moi, je trouve super pertinente. Les éléments à surveiller sur un véhicule qui a très peu roulé, il parle d'un véhicule qui a 12 000 km en 2013. Ouais. Et ça, on en voit de plus en plus. Des gens qui s'achètent un véhicule qui font très peu de kilométrage, qui pensent que parce que la voiture ne roule pas, il n'y a rien à faire. Les freins rouillés, les pneus qui vont être séchés, secs. Oui, puis qu'il va y avoir des plats. Oui, parce que souvent, la voiture... Ben, ça... pas. Puis toutes les pièces en plastique, en général, le plastique a durci, a séché. Mais moi, je vais vous rajouter, ces voitures-là, souvent, sont dangereuses à acheter. Ah oui, à ce point-là? Ah oui? Tout ce qui est alternateur, démarreur, toutes les pièces électroniques, il peut se faire de la corrosion. Moi, je vois des gens, j'ai acheté ça, il n'y a pas de millage. Les factures sont interminables. Exact. Tous les mètres cylindres, les pièces en caoutchouc, ça n'a pas fonctionné. Bon. Une voiture qui a dormi dans la ouate dans un garage chauffé, là, c'est différent. Mais la voiture qui est stationnée sur la rue Marianne, sur le plateau Mont-Royal, à moins 30, qui se fait bumper, puis que la voiture, elle part une fois par semaine pour aller à l'épicerie, puis elle revient. D'abord, les batteries, ça t'offre 6 mois, c'est fini. Oui, c'est fini, c'est sûr. C'est une voiture... On dira ce qu'on voudra, c'est fait pour rouler. Exact. Puis plus la voiture est récente, plus c'est vrai, parce qu'il y a tellement de trucs sur les voitures aujourd'hui. Donc, les éléments à surveiller, c'est une inspection complète. Complète. Tous les joints, ils peuvent avoir séché. Tu peux te mettre une fuite au niveau du différentiel, des transmissions. On les voit, là, les gens, ils ont pensé qu'ils ont fait le deal du siècle. Puis là, les réparations, ça s'accumule. L'atelier nous rappelle. On revient toujours à l'entretien. À l'entretien. Oui, et malheureusement, écoute, pour aller dans plusieurs ateliers dans une année, on a peur d'offrir l'entretien parce qu'il y a un coût relié à ça. Puis les gens veulent pas payer. Non, mais c'est pas que ça. C'est que nos garagistes ont peur de l'offrir, puis ils ne l'expliquent pas pourquoi que ça prendrait ça. Puis là, je ne généralise pas. Là. Je dis pas que la façon de penser, il faut qu'elle change. Mais exactement, il faut changer la façon de penser. Mais c'est sûr, gars, la preuve, on a des autos de livraison, on fait 4 à 500 000 km. On comprend-tu que c'est du millage en ville, dans des trous, puis c'est toujours accélère à Mais tu sais, puis ça revient souvent à une question que je me fais poser. Puis moi, j'aime pas le fait qu'on évalue une voiture uniquement en fonction de son kilométrage. Non. Parce que pour moi, là, mais c'est comme ça qu'on va évaluer la valeur d'un véhicule dans un livre. Un concessionnaire qui vous rachète une voiture, il va regarder le millage. La première chose. Pas pour rien que tout le monde les recule. Là. Mais la vérité, là, c'est qu'une voiture qui a roulé 200 000 km sur l'autoroute est probablement en meilleure condition qu'une auto qui a fait 75-80 000 km de ville. On s'entend tout là-dessus. Absolument. Parce qu'une voiture qui a fait de la ville, d'un nid de poule, les freins, la suspension, le système d'échappement qui brasse, tout ce que tu veux, sur l'autoroute, la voiture adore, elle force pas. Là. Messieurs, elle est en mode veille. Il nous reste 2 minutes. Oui, ça arrive. Rouge, vert, jaune, l'Acura. T'en penses quoi, toi? Je vais au vert. Non, je vais au vert. C'est une super bonne voiture. Vert, c'est une bonne voiture. Tu sais, mon seul... Le point que j'aime pas d'une Acura TLX, c'est le système d'infodivertissement à l'intérieur, puis le fait que c'est une voiture, c'est une berline intermédiaire, donc ça déprécie, comme toutes les voitures de ce segment-là. C'est dommage. Mais c'est un acquis, ça va être de même pour tous les modèles. Ça va être de même pour tous les modèles. Tu vas où, toi? Vraiment vert, un bon véhicule. Je pourrais dire que ces véhicules, en plus, tu peux l'acheter, tu peux la garder longtemps sur l'entretien. Les pièces sont pas dispendieuses malgré ce qu'on pense. C'est pas comme un Audi ou une BM, parce qu'il y a beaucoup de commun avec un Honda. Exact. On n'osera pas le dire. C'est les mêmes bases. Mais André, je te dis ça comme ça. C'est une Honda. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens l'achètent souvent, parce que le nom en arrière d'Honda. Ah ouais. Toi, Jean-Marc? Moi aussi, c'est vert. Aucun problème avec ça. C'est tellement des bonnes voitures. Moi, je suis avec, m'a dit comme on dit, moi, il y a avec la famille. Je t'en vends, moi aussi. Et j'aimerais ça qu'ils mettent un all-wheel drive avec le 4 cylindres. C'est tout ce qui manque. La boîte. Et la boîte. Exactement. C'est ça. Moi, je ne la conseille pas, la dual clutch, mais vous autres, c'est plus d'entretien. Oui. C'est plus d'entretien, mais elle va tellement bien. Mais c'est un charme à conduire. Nous autres, on est rationnels. Vous autres, vous êtes des gens d'émotion, de vie. Ça prend de la passion quelque part aussi là-dedans. Notre prochain rendez-vous, alors, le prochain rendez-vous, ça va être le 8 mai. Là, on va parler on va parler à des gens
qui sont extrêmement fidèles face à leur véhicule. On va avoir une Subaru Outback avec nous. On va parler du système de traction intégrale à prise constante, les fameux moteurs 2.5, les problèmes qu'on a eus, problèmes de surconsommation d'huile, on va revenir là-dessus. Mais on va aussi parler des qualités qui font qu'une Subaru est tant appréciée aussi. Oui. Et des pièces que tu vends. D'après moi, des freins, tu dois en vendre là-dessus. Oui, écoute, on répète souvent ça. Puis on fait un beau petit topo sur les filtres à l'huile, éclaircir ça une fois pour toutes. Parfait. Pourquoi les qualités, là, puis je ne suis pas là pour vendre des marques, mais on va vous expliquer que les marques nationales versus les produits pas de nom, on a une grosse différence. Puis si vous voulez que votre moteur dure longtemps dans sa vie avec la haute technologie, ça prend de l'huile et le fil qui va avec. Absolument. Merci d'avoir été là. Bonjour. Puis vous pouvez évidemment nous réécouter sur nos sites web respectifs. Alors, à la prochaine. Merci. Merci.